Bonsoir, merci d'être avec nous dans cette édition spéciale de Focus, 54e jour depuis que Maurice est en confinement et en couvre-feu sanitaire. À partir du 15 mai, on va entamer un déconfinement partiel avec une reprise de l'activité, des activités économiques et ce jusqu'au 1er juin. Il faut savoir que depuis le 11 mai dernier, il n'y a absolument aucun cas de coronavirus à Maurice et depuis 17 jours, aucun cas positif n'a été enregistré. 322 patients du Covid-19 sont maintenant guéris. Une excellente nouvelle, serait-on tenté de dire qu'on commence à trouver la lumière au bout du tunnel. Sur ce plateau, nous avons deux invités, le docteur Catherine Go, experte en immunologie, membre également du Covid Communication Committee. Bonsoir docteur. Bonsoir. Nous accueillons aussi ce soir Gilbert Fangamar, infirmier à l'hôpital Victoria à Candos. Gilbert Fangamar, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout de suite, donc, je vais me tourner vers le docteur Go. Maurice a intégré le club très sélect des pays qui ne comptent aucun cas de coronavirus, aucun cas actif depuis le 11 mai. Et depuis, il n'y a pas eu d'autres cas actifs à Maurice. C'est un résultat. Comment accueillez-vous d'abord ce résultat et comment avons-nous fait pour avoir ce résultat-là? Alors, naturellement, on ne peut que se réjouir de ce résultat. Nous sommes à 17 jours exactement, sans nouveaux cas répertoriés à Maurice. Alors, ça s'est pas fait miraculeusement, évidemment. Tous les pays sont confrontés à l'épidémie de coronavirus et ils réussissent avec plus ou moins de chance à mater cette épidémie ou au contraire à avoir une épidémie encore très active. Donc, bien sûr, c'est le résultat d'une combinaison de choses. Le fait que les frontières ont été fermées, le fait que nous ayons mis les gens en quatorzaine, c'est-à-dire pendant 14 jours dans des hôtels où ils sont très bien traités, mais où ils ne peuvent absolument contaminer personne, et puis le résultat du contact tracing et de l'ensemble de la stratégie qui a été mise en place. Apparemment, nous avons plutôt bien réussi, mais alors il faut surtout ne pas chanter victoire. Là, on est à 17 jours. Déjà, on sait qu'il faut 2 fois la période de quarantaine, c'est-à-dire 2 fois 14 jours, 28 jours, pour commencer à dire qu'il n'y a pas de cas. Et puis surtout, il faut surveiller qu'il n'y ait pas de cas pendant la reprise des activités. Justement, donc, moi, j'allais vous dire, est-ce qu'on a gagné la bataille contre cet ennemi invisible? Alors là, il faut surtout pas dire ça. On a gagné la première manche, mais on n'a pas encore gagné l'autre manche, et puis on n'a pas gagné la belle encore. On a gagné la guerre, mais pas la bataille encore. On a gagné on va dire ça comme ça. la première partie. Okay. Voilà. Gilbert, donc, vous êtes infirmier à l'hôpital Victoria à Candos. Vous faites côtoie ban patient Covid-19 au plus près, ou un frontliner. Ça fait 54 jours maintenant donc qui le corona nous finit le premier cas à Maurice. Et comment on finit vivre ça personnellement à titre individuel? Donc, vous travaillez avec ça ban patient là. Comment on finit vivre? Alors, moi, infirmier en charge au bloc opératoire, et nous côtoyons assez beaucoup de patients. Et c'était assez dur au début, mais une fois qu'on était bien en place, le travail se fait assez bien maintenant. D'accord, beaucoup de travail quand même, Gilbert, on peut imaginer, puisque ban heures de travail finissent carrément augmenter, surtout durant les 2 premières semaines, n'est-ce pas? Ah oui, surtout pendant les 2 premières semaines, c'était dur. Heures de travail, c'était vraiment jour, nuit, c'était vraiment long. En tout cas, infirmier, comment zut, fin vraiment frontliner, la population dit zut, merci pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont encore fait du reste pour contenir la propagation du virus. Quand même pas mal de moments difficiles aussi, me imaginer qui vous fin bien passé avec ban patient, puisque quand même on a eu quelques décès, 10 décès à Maurice. Et est-ce qu'il vous fin côtoie ban patient du Covid-19 qui fin malheureusement décédé? Oui, mon côtoie est 1 ou 2. Et c'est quand même assez difficile, car c'est tout nouveau, et on a un tout nouveau protocole et tout. D'accord. Et Dr Go, donc des pays comme le Singapour font face en ce moment à la deuxième vague du coronavirus. On a parlé donc, on a gagné une partie de la bataille, mais comment faire justement pour éviter qu'on n'ait pas de deuxième vague du coronavirus à Maurice? D'abord, à Singapour, pour l'instant, c'est une vaguelette. C'est-à-dire qu'il y a une petite reprise des cas, mais on n'est pas sur une vague comme ça insubmersible. Eh bien, il y a toutes les précautions que nous sommes en train de prendre pour la reprise des activités. Vous avez vu qu'on n'a pas tout lâché d'un coup et qu'on essaye de faire
par étapes, en prenant vraiment des mesures très précises, en faisant respecter tout ce qui s'appelle les mesures barrières, c'est-à-dire la distance entre deux personnes, minimum 1 mètre, en demandant à la population de mettre systématiquement des masques dès qu'elle sort et lorsque les gens sont au travail. Alors pourquoi on demande ça? Ce sont des masques, on en reparlera, mais des masques qui sont en tissu, ce sont ce qu'on appelle les masques barrières. Les masques barrières, ça va retenir à condition de bien le mettre. Et je dis à tout le monde qu'il faut mettre son masque qui recouvre le nez et la bouche. Et une fois qu'on l'a, il ne faut plus y toucher. Gilbert montrera ça tout à l'heure. Donc les masques qui donc empêchent que nos sécrétions, si jamais nous sommes contaminés, infectent les autres. Mais pour la filtration, c'est-à-dire pour retenir le virus, que le virus n'aille pas dans le sens l'extérieur vers le patient, ces masques-là barrières, ça varie entre 0 et 60-70%. C'est pas 100%. Par contre, si tout le monde met le masque, alors là, on est aux alentours de 99%. C'est pourquoi il faut comprendre les masques comme je mets un masque pour protéger les autres et les autres mettent un masque pour me protéger. Et en faisant ça, ça marche très 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 bien. Mais le masque peut être dangereux si on ne le porte pas correctement. Donc les masques, éventuellement pour certaines professions, comment on appelle ça, les visières, hein. Et puis pour certaines autres professions, des gants, mais vraiment pas pour la majorité des gens. Donc Surtout, quelque part, on ne demande pas grand-chose au public mauricien pour pouvoir faire face à ce virus qui est très dangereux, qui tue. Exactement. La dernière chose que je voulais dire, les mains. Se laver les mains, et comme ça on aura fait le tour de toutes les mesures barrières. Alors oui, beaucoup du résultat va dépendre du peuple mauricien. La plupart des gens à Maurice ont été formidables, hein. Ils ont très très bien respecté le confinement, mais pas tous. Et il suffit qu'il y ait un qui porte le virus pour que l'étincelle soit là et que le feu reprenne partout. Donc il faut vraiment que chacun se sente concerné, parce qu'on peut se dire je suis jeune, donc moi je risque rien, ce qui est à peu près vrai d'ailleurs. Mais peut-être que si j'ai une conduite qui n'est pas adaptée, il faut que je pense que mon grand-père, ma grand-mère, mon ami qui est obèse ou celui qui est insuffisant rénal, je peux contribuer à le tuer. D'accord. Et au cours de cette émission, donc, nous aurons aussi l'occasion d'avoir les questions du public, puisqu'on a informé le public depuis hier qu'on allait avoir cette émission. Ils nous ont envoyé beaucoup de questions. Nous y reviendrons un peu plus tard. Sinon, docteur Catherine Gault, 320 personnes guéries, c'est très bien pour Maurice, mais est-ce que ces personnes qui avaient donc les symptômes du coronavirus, qui sont maintenant guéries, sont-elles toujours à risque pour elles-mêmes et pour les autres personnes? Parce que lorsqu'ils vont côtoyer d'autres personnes, retourner travailler, est-ce qu'elles représentent un risque pour les autres? Alors d'abord, c'est 332 guéris. 332 guéris. C'est important pour nous, puisque chaque personne guérie, elle est importante. Ça représente une vie, puis ça représente toute une famille. Ensuite, alors en principe, il y a eu beaucoup de patouillage dans est-ce qu'une personne qui a eu le coronavirus est protégée ou pas. Alors finalement, les dernières nouvelles sont plutôt bonnes. Une personne qui a eu le coronavirus est immunisée, c'est-à-dire elle a des anticorps et elle peut donc se protéger contre une nouvelle infection, au moins pendant quelques mois. On ne sait pas si ça va durer très longtemps. En général, pour les coronavirus, ça ne dure pas toute la vie, comme par exemple la vaccination contre la rougeole. Donc, au moins pendant quelques mois. Alors, une personne qui est guérie ne représente plus un risque pour les autres personnes. Et elle-même, donc pendant quelques mois, n'a pas de risque de se recontaminer. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore les sérologies, c'est-à-dire ce qui atteste de la présence des anticorps. Pourquoi on ne les a pas? Tout simplement parce que ces sérologies, donc la recherche des anticorps, des soldats spécifiques que nous avons fabriqués contre ce virus-là, eh bien ces tests ne sont pas encore tous évalués, tous homologués, et comme on le souhaite à Maurice être au top du top et avoir les meilleurs examens biologiques, on ne va pas tarder à choisir quels vont être nos tests sérologiques. Et là, le public pourra éventuellement accéder à ces tests. Ça nous permet de faire aussi des enquêtes de séroprévalence. Ce sera une autre arme que nous n'avons pas, mais que nous allons avoir de façon prochaine. C'est à l'étude avec d'autres tests à venir, c'est ce que vous nous dites.
Alors, ce sont des tests qui existent déjà, mais il se trouve que, vous savez, il y a aussi du business dans le coronavirus, donc il y a toutes sortes de gens qui sortent toutes sortes de tests. Et ce qui est marqué sur le formulaire qui accompagne le test n'est pas forcément la vérité toujours. Donc nous, on veut vérifier avec des expertises indépendantes, des laboratoires indépendants, et se réunir avec les responsables du laboratoire, virologues, pour choisir le bon test sérologique ou les bons tests sérologiques, parce qu'il y en a de deux types. Il y a des tests rapides qui sont très fiables, hein. On vous pique juste le bout du doigt et en 15 minutes, vous savez si vous avez des anticorps contre le virus. Et puis, il y a la prise de sang, les tests ELISA. Donc ça, cette prise de sang, elle va aller au laboratoire. La différence, c'est que vous n'aurez pas votre résultat tout de suite. Et l'avantage du laboratoire, c'est simplement qu'on peut quantifier les anticorps, mais finalement, ça sert plutôt en recherche qu'autre chose. Voilà. D'accord. Donc vous parlez des tests PCR, c'est bien ça? Non, là je parle des tests sérologiques, les anticorps. Alors il ne faut pas confondre les tests qui recherchent le virus et les tests qui testent l'immunité qu'on a fabriquée en réponse à l'agression virale. Donc les tests qui testent le virus, il y en a de deux sortes. Il y a les PCR, ça c'est la Rolls-Royce, c'est le test qui se fait en laboratoire, mais il nécessite une prise de sang, il nécessite que le tube aille au laboratoire. Là, c'est de la biologie moléculaire, il y a plein d'étapes à faire pour extraire l'ARN du virus. Ensuite, il y a une interprétation par le biologiste qui est nécessaire. Et puis, on a un résultat qui sert, par exemple, on utilise les PCR pour les patients. Et puis après, il y a les tests de dépistage qui sont les antigènes rapides. Alors ça se fait de la même façon, c'est pour ça que le public confond un peu. C'est un coton-tige, un long coton-tige qu'on met soit dans la gorge, soit dans le nez. Puis on met ça dans une solution de culture de virus. On emmène ça au laboratoire pour la PCR et on fait ça sur place pour les tests antigéniques. Ce qui fait que la personne, elle attend tranquillement le résultat de son test et au bout de à peu près une demi-heure, le temps que toutes les manipulations soient faites, elle a immédiatement son résultat. Si ce test-là, il est positif ou s'il est indéterminé, on contrôle avec une PCR. D'accord. C'est compliqué un peu. Maintenant, qu'en est-il des personnes asymptomatiques? Puisqu'on sait qu'il y a aussi des personnes qui peuvent avoir le coronavirus, mais qui ne présentent pas de symptômes. Maintenant qu'il y aura une reprise graduelle des activités à partir du 15 mai, ils seront plus nombreux dans les rues, au bureau. Comment faire pour on espère qu'il n'y en a plus et qu'on a eu la peau du virus, mais on ne peut pas le jurer. Mais en tout cas, oui, c'est vrai, vous avez raison, il y a beaucoup de personnes asymptomatiques, des gens qui ne présentent pas de symptômes. Et alors là aussi, on a fait des progrès. On sait qu'il y a à peu près 20% des gens qui font cette infection qui n'ont pas de symptômes. Particulièrement les gens jeunes, les enfants, etc., qui peuvent donc faire cette infection sans qu'il y ait aucun symptôme, même pas une petite fatigue, une petite toux, rien du tout. Pas de fièvre, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? C'est les précautions universelles, c'est les mesures barrières pour tout le monde. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme personne ne peut savoir s'il est porteur du virus, jusqu'à preuve du contraire, on considère que cette personne peut être porteuse. Et donc, elle doit respecter les mesures barrières, donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure et qu'on redira tout au long de l'émission, non pas pour l'ennuyer, non pas pour la punir, mais simplement pour qu'elle se protège et qu'elle protège les autres. C'est une solidarité de la population, c'est une solidarité des Mauriciens et des Mauriciennes entre eux. Je me protège pour moi, mais je me protège aussi pour toi. Si tout le monde le fait, personne ne va se réinfecter. Hein. D'accord. On va voir tout de suite les grandes étapes dans la gestion de la pandémie du Covid-19 à Maurice à travers une vidéo. C'est lors d'une conférence de presse du Premier ministre le 18 mars 2020 que nous avons appris que 3 personnes avaient été testées positives au coronavirus à Maurice. Les décisions ne se sont pas fait attendre, fermeture des écoles, universités et fermeture progressive des frontières internationales. Le New Suyak Hospital accueille ses premiers patients. Plus tard, le New ENT Hospital deviendra aussi un centre accueillant des patients du Covid-19. Maurice passe en mode confinement jusqu'au 2 avril. Le Covid-19 fait un premier décès à Maurice. Le 23 mars, le National Communication COVID-19 Committee annonce la mise en place d'un couvre-feu sanitaire donnant plus de latitude aux forces de l'ordre pour faire respecter l'ordre de confinement. Les patients sont soumis aux tests PCR. Ceux infectés par le coronavirus sont soumis à un traitement à base de hydrochloroquine et plus tard à la plasmaphéreuse. Des tests rapides
sont aussi effectués sur les frontliners. Le 25 mars, autre annonce importante, les supermarchés, épiceries et boulangeries resteront fermés jusqu'au 31 mars. Parallèlement, un programme de distribution de vivres est mis en place pour venir en aide aux plus vulnérables. Plusieurs centres de quarantaine voient le jour dans le pays pour accueillir les Mauriciens de retour de l'étranger ainsi que pour garder en observation le personnel médical. Des équipes sont à l'œuvre pour effectuer le contact tracing à partir des patients infectés. Le 30 mars, le couvre-feu sanitaire est prolongé jusqu'au 15 avril. Le 2 avril, les supermarchés et boutiques rouvrent leurs portes, mais avec plusieurs restrictions. Maurice reçoit de l'aide internationale à travers notamment la Jack Ma Foundation qui dépêche sur place 231 tonnes de matériels médicaux dont des masques de protection, des thermomètres et des hand sanitizers. L'Inde nous approvisionne en hydrochloroquine et la Corée du Sud nous fait parvenir des tests rapides. Le 10 avril, le couvre-feu sanitaire est prolongé une fois de plus jusqu'au 4 mai. Afin de diminuer les risques d'une deuxième vague du Covid-19 à Maurice, le 1er mai dernier, la décision est prise pour prolonger le couvre-feu sanitaire jusqu'au 1er juin avec une reprise partielle à partir du 15 mai. L'application BeSafe Maurice est lancée, la hotline du ministère de la Santé est opérationnelle. Le 11 mai marque une date importante. Maurice ne compte plus aucun cas actif de coronavirus et 320 guérisons. 10 personnes sont décédées du Covid-19. Depuis le 18 mars, 54 jours sont passés. Les cas positifs de Covid-19 ont grimpé de 3 à 318 au 10 avril. La situation s'est stabilisée au 40e jour à 332 cas. Depuis, plus aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré dans le pays. La courbe de guérison des patients a connu une progression significative depuis le 5 mai et aujourd'hui tous les patients qui avaient contracté la maladie sont guéris. Voilà, donc c'était les grandes étapes de la gestion de cette pandémie. Bon, pour tout le monde, maintenant, Gilbert Fangamard donc, nous rappelle ou infirmier au bloc opératoire, même à l'hôpital Victoria à Candeus. Au fin deal avec 20 patients directement. J'ai la solidarité entre le personnel médical. Donc, imaginez pendant cette période-là, d'ici au plus fort, n'est-ce pas? Alors, pendant cette période-là, c'était un affaire assez nouveau avec lequel on vient jouer entre la peur et parvenir à surpasser la peur. La coopération vient faire extrêmement bien. Le staff, il suit de la part de nos supérieurs, ça a suivi. Est-ce que, ou même personnellement, vous avez une frayeur quand vous connaissez ou donc traiter un patient qui est dans le coronavirus? Est-ce que vous pouvez payer pour dealer avec lui ou bien est-ce que vous quand même vous connaissez ou protéger avec l'équipement, masque, PPE qui vous peut mettre donc un personal protection equipment? Alors déjà, la peur du sida, c'est quelque chose de nouveau, assez contagieux. Et le PPE du Tchénali, assez. Et en étant infirmier de bloc opératoire, surtout que je suis en charge aussi, on a une équipe derrière moi qui est vraiment coopérative, qui travaille vraiment bien. Nous avons un patient pour intubation pour le Covid-19, mais tout s'est passé avec les précautions de mise. Nous approchons vraiment avec beaucoup de précautions, ne sachant pas vraiment combien c'est contagieux, combien c'est pas contagieux. Et quand même, c'est une expérience incroyable qui vous fait gagner de cette expérience-là. Pas de expect, mais imaginez qui nous pouvons vivre ça, n'est-ce pas? Ah non, personne parce qu'imaginer nous pouvons vivre une affaire comme ça, mais effectivement, au bout d'un moment, on commence à s'habituer et tout rentre dans les normes. On vient de me faire parvenir les questions du public, donc on va prendre une première partie de questions. Et donc je précise aussi à nos téléspectateurs que le docteur Catherine Go comprend très bien le créole. Oui. Donc première question, quand bandimoun inga coronavirus, est-ce qu'il y a une séquelle qui restait?
Malheureusement, c'est possible d'avoir des séquelles. La plupart des gens n'en ont pas, mais ceux qui sont allés en réanimation sont des gens qui peuvent avoir après une insuffisance respiratoire parce que les poumons sont quand même bien abîmés et souvent c'est un grand combat pour récupérer une capacité respiratoire normale et puis pour se refaire des muscles parce que les gens restent en réanimation souvent 3 semaines, un mois, donc c'est vraiment des très longues réanimations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on s'est bien rendu compte que ce virus n'est pas qu'un virus qui touche l'appareil respiratoire. Par exemple, les gens savent bien qu'ils peuvent perdre le goût, l'odorat avec ce virus. Ça veut dire qu'il y a quand même un tropisme. Il est attiré par tout ce qui est nerveux. Et les gens peuvent également avoir, après des troubles neuropsychiques, c'est-à-dire des problèmes pour réfléchir, des problèmes de mémoire après le coronavirus. Il y a des localisations cardiaques, des myocardites, une atteinte du muscle cardiaque qui peuvent laisser des séquelles. Et il peut y avoir également une atteinte au niveau des reins, par exemple, qui peuvent laisser des séquelles. Mais tout ça est extrêmement rare, mais c'est possible. D'accord. Deuxième question, est-ce qu'il y a des gens qui finissent gagnent c'est-à-dire gagnent la maladie, ze pli à risque et que bizarre continue confine. Je crois que vous avez répondu concernant l'immunité. Oui. Je crois que j'ai répondu à cette question. Effectivement, quand on vient d'avoir la maladie, on en guérit, on n'est pas plus fragile que quelqu'un d'autre. On peut parfois être un petit peu fatigué, mais par contre, on a des anticorps, donc des soldats qu'on a fabriqués pour aller tuer cet ennemi-là, le coronavirus, dès qu'il se présente. Et donc, on ne refait pas une deuxième infection à coronavirus. Il y a eu des cas publiés où il y avait des suspicions de deuxième infection. On a eu un cas un peu comme ça à Boris, où en fait, c'est une espèce de squelette du virus qui reste, juste le matériel génétique, et finalement, c'est rien. Et c'est pas transmissible. D'accord. Juste pour rebondir dessus, avec les tests rapides qu'on avait effectués, il y avait aussi 2 cas qu'on avait rapportés où 2 personnes avaient été testées positives, puis finalement négatives. Comment Oui, alors ils étaient. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'antigène rapide, c'est un dépistage. Ce n'est pas le test de référence. Donc, tous les tests de dépistage, on contrôle toujours par un test de référence. En fait, ces tests-là, c'est un peu comme des tests de grossesse ou comme ça. Il y a une bande témoin, et puis s'il y a rien, c'est négatif, et s'il y a une autre bande témoin, c'est un test colorimétrique, hein, c'est positif. Mais seulement, la couleur peut être plus ou moins intense. Et dans les 2 cas de ces 2 patients, c'était coloré, mais pas tellement coloré. Donc en fait, on l'a dit positif, mais c'était plutôt indéterminé. Et donc, avec la PCR qui a été faite immédiatement, c'était négatif, donc c'était négatif, et puis c'est tout. Tant mieux, on va Oui, dire. tant mieux, oui, ça fait 2 cas en moins. Oui. Troisième question. Donc, il y a une inquiétude autour Kawasaki qui touche les enfants, qui ont des symptômes à surveiller chez les enfants. Voilà. Alors là, il ne faut pas trop se prendre la tête avec le syndrome de Kawasaki. Le syndrome de Kawasaki, c'est une atteinte du cœur par un certain nombre de virus. C'est une maladie inflammatoire qu'on connaît déjà quand j'étais étudiante. On avait déjà cette maladie est connue et elle peut être secondaire à un certain nombre de virus. Donc il y a eu quelques cas inférieurs à 10 cas décrits partout dans le monde de Kawasaki, mais personne ne sait si c'est lié au coronavirus ou pas. Donc là, il faut être très très prudent. Il ne faut pas commencer à fantasmer. Je dis pas que c'est impossible. Je dis que c'est très douteux. C'est vrai que sur Internet, on a vu pas mal de choses, tellement de choses rapportées sur le coronavirus, Il y a beaucoup de bêtises, dont hein. le Kawasaki. Même moi, je l'avais lu sur un Oui, alors, site. le Kawasaki, c'est pas tout à fait une bêtise parce que c'est vrai que comme on est dans une ambiance où il y a une épidémie de coronavirus, c'est possible. Mais il y a la grippe, par exemple, qui arrive ici. Il y a le virus respiratoire syncytial. Enfin, il y a plein d'autres virus que le public ne connaît pas, mais que nous, on connaît et qui peuvent donner aussi un certain nombre de syndromes, les adénovirus, des syndromes de Kawasaki. Donc là, je serais très, très modérée. Sur Internet, il y a beaucoup de bêtises, hein. Il y a des choses justes également, mais il y a tellement de choses avec ces réseaux sociaux qui transmettent une peur énorme. Je rappelle que cette maladie, elle est mortelle, c'est vrai dans certains cas, mais elle est très peu mortelle. Il y a dans les pays en moyenne, c'est entre 1% et 0,5% de mortalité. Alors après, sur des petits échantillons comme nous, on peut rien en conclure parce que franchement, quelques patients comme on a eu grâce à tout ce qui a été fait et grâce aux soignants, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'il y ait un infirmier qui soit sur le plateau parce qu'il faut leur rendre hommage à ces soignants qui ont été en première ligne. Ce sont eux qui se sont battus, qui étaient au plus près des patients. En tout cas, sur ce qu'il y a sur Internet, il faut prendre les choses avec beaucoup, beaucoup de recul et se dire qu'on ne sait pas tout aussi. Il faut rester humble. On ne sait pas tout sur ce virus. On a appris au fur et à mesure, même si on connaît bien la famille des coronavirus. Vous savez que les coronavirus, ça peut donner des petits rhumes de rien du tout qui reviennent chaque année. Tout comme ça peut donner des syndromes beaucoup plus graves comme le SRAS, par exemple. Justement,
difficile de distinguer entre le coronavirus et la grippe pour le commun des mortels, je veux dire. Et même la que- dengue, figurez-vous, Même parce la que ça dengue, donne voilà. aussi de la fièvre. Donc nous, on sait, avec les signes cliniques, d'abord faire la différence. Et puis ensuite, lorsque quelqu'un est suspect de dengue, on teste systématiquement le coronavirus aussi, vous voyez. Et puis, si on a les premiers cas de grippe, on teste aussi la grippe. Donc on essaye de faire la différence entre ces maladies. La grippe, c'est une maladie aussi qui n'est pas bénigne, hein, et qui tue chaque année quand même à peu près 400 000 personnes dans le monde, hein. Mais elle tourne autour de la Terre, elle n'est pas aussi brutale, elle n'attaque pas tous les pays en même temps. D'accord. On va à présent voir, si vous le voulez bien, la distribution des cas dans le pays. Donc, depuis le début de cette pandémie à Maurice, depuis le premier cas, et quelles sont les régions où on a donc noté les différents types, les différents cas. On va voir peut-être le premier tableau avec les cas importés. Oui. Docteur Catherine Huot, donc vous allez nous Alors, commenter ce tableau. je vous commente ça. On peut remercier l'équipe de prévention en santé du docteur Gadjadar qui a fait ces cartes remarquables et qui d'ailleurs a fait un travail remarquable. Ça, ce sont les cas importés avant que nous fermions nos frontières. Donc, vous voyez que c'est surtout, bon, là où c'est le plus peuplé, du côté de Plaine-Williams jusqu'à Port-Louis à peu près, qu'il y a le plus de cas. Donc, il y a 28 cas qui sont rentrés à Maurice avant que nous fermions les frontières et que nous fassions les quarantaines. Donc ça, c'était vraiment les tout premiers cas. Alors, ce qui est intéressant, si on peut voir le graphique suivant, c'est que ces 28 cas ont Et donc, généré, on va si voir ça maintenant arrive, les cas locaux, donc, voilà, dans ont la généré prochaine. les cas locaux. Et ces cas locaux sont au nombre, voilà, comme on le voit, de 213. Ça veut dire que 28 cas ont généré 213 cas. 213 cas, ça fait 7,6 cas par personne arrivée donc en ayant apporté la maladie. Vous voyez que la répartition elle est à peu près la même. Vous voyez aussi qu'il y en a partout à Maurice, hein, des cas. Avec une Mais grosse quand même concentration dans les plaines Williams. exactement. Exactement. Mais c'est aussi là où il y a le plus de population. Donc c'est pas particulièrement étonnant. Les gens sont plus proches les uns des autres. Donc en plus de ça, on a fait du contact tracing. Ça veut dire que on a arrêté les épidémies, on appelle ça les clusters, c'est-à-dire les gens qui se contaminent entre eux, en cherchant tous ceux qui n'avaient pas de symptômes et qui étaient cependant contaminés dans l'entourage des patients. Et ça, il n'y a pas beaucoup de pays. Figurez-vous que l'Europe, par exemple, est en train de découvrir le contact tracing que nous, on a fait depuis le début. Donc on a arrêté les épidémies locales. Et la dernière chose que l'on... Alors, on va peut-être voir la troisième carte. Je vais vous expliquer la troisième carte. Voilà. Ça, c'est une carte qui, en fait, est le résumé des deux cartes précédentes. Et cette carte, elle montre en bleu, avec les petites étoiles, les cas qui ont été importés. Et on voit clairement qu'autour d'eux, il y a des clusters. Vous voyez, il y a beaucoup plus de points rouges qu'il n'y en a ailleurs dans l'île. Après, tous les cas-là sont des cas, même les cas qui sont ailleurs dans l'île, sont des cas reliés, parce que les gens, ils bougent dans l'île et ils peuvent aller voir un ami qui est complètement à l'autre bout de l'île par rapport à eux. Mais ce qui est très important à retenir de cette carte, c'est que nous avons eu 28 cas importés seulement, qui ont généré 213 cas, mais qui, si on n'avait pas fait le contact tracing, en aurait généré des milliers. Et nous avons mis en quarantaine tous les passagers à un moment qui sont arrivés, nous avons eu 91 cas. Et ces 91 cas ont généré combien de cas? Vous allez me le dire? 0. Zéro cas, Ça donc. montre l'efficacité des mesures de quarantaine. Et je pense que là, les discussions sont closes, c'est très très clair. Et ça montre également qu'est-ce que c'est que la quarantaine. La quarantaine, c'est un isolement complet. Ça montre donc que lorsque l'on s'écarte des gens, c'est pour ça qu'on a nos fameuses social distances, les distanciations physiques, eh ben, on ne les contamine pas. Voilà ce que ça montre. En tout cas, il y a beaucoup de pays au monde, de grands pays développés, qui n'arrivent pas à faire des centres de quarantaine, ou s'il y a des centres de quarantaine, ils sont vite débordés. Ils demandent donc aux patients infectés de rester chez eux en auto-confinement. Et donc, on ne sait pas forcément si les personnes respectent ces Il y a règles. des patients qui certainement le respectent bien, mais il y en a d'autres qui ne le respectent pas. Donc nous, on a quand même mis les gens dans des hôtels très agréables. Le ministère de la Santé et celui du Tourisme les loge, les nourrit de façon très agréable. On sait que c'est pas très drôle de revenir et d'être en quarantaine, mais c'est pas non plus le bagne, très loin de là. C'est plutôt des conditions très agréables. Et c'est surtout la santé publique du pays. C'est toute la technique de prévention. Oui, on a mis en place un hôpital spécial pour le Covid qui est l'INT. Oui, on a surtout fait ces flous cliniques là pour séparer les gens infectés des gens non infectés. On a pris en charge le soin, mais la prévention dans une épidémie, c'est bien ce qu'il y a de plus important. Et justement, Gilbert, vous faites un travail
aussi à l'hôpital INT, n'est-ce pas? Au fin deal avec un patient là-bas, j'ai un patient qui souffrait du Covid-19, quand il retrouve lui en quarantaine, vous pensez ce moral, il est déjà un petit peu bas. Comment c'est de deal avec Banjimoun qui est là-bas? Je reprends juste à INT, les gens ne sont pas en quarantaine, ils sont en isolation parce qu'ils sont atteints. C'est Voilà, pas la donc, même chose. En quarantaine, ils sont pas exactement, atteints. exactement. Alors, à INT, c'était majoritairement, on fait un petit peu la coordination avec le staff qui était là-bas et avec les autres centres, c'était majoritairement pour Victoria. Alors, un patient, quand il retrouve lui en isolation, son état d'esprit, il connaît, il est atteint du coronavirus, quelque chose dont on ne sait pas vraiment grand-chose. Mais là, c'est assez, dans un état assez, un petit peu dépressif et tout. Et là, c'est que vraiment besoin d'encadrer. Le mieux à faire, c'est de donner le maximum d'informations. C'est un petit truc à faire, à ne pas faire et tout. Voilà. Et justement, docteur Catherine Go, quand le patient se retrouve en quarantaine ou en isolation à INT ou dans les centres de quarantaine, quel traitement dont vont-ils bénéficier? On a beaucoup parlé de l'hydrochloroquine. L'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Je vous aide un peu parce que c'est des noms un peu barbares. C'est difficile pour moi. Ouais. Oui, oui, je sais. C'est normal. Alors, dans les quarantaines, on ne soigne pas les gens puisqu'a priori, ils ne sont pas contaminés, on espère. Et si on les dépiste contaminés au 14e jour, là, ils vont passer dans un centre de traitement. Dans un centre de traitement, nous avons mis depuis le début, depuis le premier patient, tout le monde sous hydroxychloroquine et sous azithromycine. Donc, pourquoi? Parce que c'est un traitement qui est supposé pouvoir améliorer les choses. Il n'y a pas de certitude. On n'est pas sûr que ça marche, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Il y a des essais cliniques contradictoires. C'est compliqué, la médecine. Il y a la force des études. Est-ce qu'on a contrôlé versus quelqu'un qui n'est pas traité? Enfin, c'est très compliqué. C'est pas tranché encore le débat. Mais nous, on a donné cette chance aux patients au cas où ça marcherait, en sachant qu'on a pris des précautions parce qu'il peut y avoir une petite toxicité quand même cardiaque. Et on a fait des électrocardiogrammes, etc. à ces patients pour vérifier qu'il n'y ait pas de souci. Mais oui, on a donné cette chance. Le fait que nous sommes arrivés à 322, 332 cas guéris et 0 cas actifs, est-ce que ça ne prouve pas que l'hydrochloroquine a été bénéfique, Non, ça ne prouve pas que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine a été efficace. Ça, je ne peux pas dire ça. On verra quand on saura. Mais pour l'instant, on ne peut pas le dire. Il y a beaucoup de pays qui font des recherches très, très actives pour trouver ce fameux vaccin qu'on attend tous contre le coronavirus. Dites-nous où en sont les recherches en ce moment? Il y a je sais pas exactement, mais il y a à peu près 300 équipes différentes qui cherchent pour avoir un vaccin partout dans le monde. Alors pour l'instant, on n'a pas trouvé ce vaccin. Il y a des candidats vaccins, notamment il y a un moment, il y a eu celui du BCG un peu modifié, et puis il y a eu le candidat à partir du vaccin de la rougeole, qui est pas mal. Et puis, il faut savoir que les équipes internationales avaient réussi à faire un vaccin contre le MERS, le coronavirus, qui donne le SRAS plutôt. C'était pas le MERS, c'était le SRAS. Mais on n'a pas pu l'essayer parce que l'épidémie s'est arrêtée toute seule. Donc, on cherche aussi un vaccin très très proche de celui-là. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc la seconde arme qu'on a utilisée à Maurice sont les plasmaphéreses. Et là, ça c'est formidable, l'élan de solidarité des Mauriciens, puisque pratiquement tous les patients qui ont été atteints par le coronavirus ont donné leur accord une fois qu'ils ont guéri pour qu'on puisse retirer leur sang pour prendre le plasma dans lequel il y a les anticorps, donc ces fameux soldats là contre le virus, que non pas les patients qui sont graves et notamment les patients de réanimation, et pour pouvoir le donner à ceux qui sont en péril vital, dont la vie est en jeu. Et on a fait ça sur 2 patients. Ça a marché d'ailleurs pour un des patients, malheureusement pas pour l'autre. On ne sait pas la part qu'a pris la plasmaphérèse dans la guérison de ce patient qui était vraiment très très grave. Mais en tout cas, toujours est-il que ce monsieur aujourd'hui va très bien. D'accord. Et on va passer maintenant aux différents types de précautions à prendre puisqu'il y a la reprise partielle qui arrive ce vendredi à partir du 15 mai. Donc une reprise graduelle où certains secteurs vont commencer à opérer. Dites-nous d'abord, vous avez beaucoup parlé du port du masque. Quelle est vraiment l'importance du port du masque et quel type de masque doit-on porter? Alors, le port du masque, il est fondamental. De toute façon, il va être rendu obligatoire en public et il conseille également de le mettre au travail. Le masque, la contamination, elle se fait à partir des sécrétions nasales et buccales de personnes qui sont infectées. Donc, quand on tousse, quand on crache, on expectore, on jette
des sécrétions qui sont des gouttelettes et qui contiennent le virus. Donc, si vous êtes trop près de la personne, ou s'il n'y a pas de barrière, c'est pour ça qu'on appelle ces masques des masques barrières, entre vos sécrétions et la personne qui est devant vous, eh bien, cette personne, elle risque d'être contaminée. Et puis, vos sécrétions, elles vont tomber sur des surfaces, par exemple la surface de la table, je tousse, ça tombe là. Et si Gilbert met ses mains là où j'ai toussé, eh ben, il a du virus sur ses mains, c'est ce qu'on appelle le contact, et s'il ne se les désinfecte pas avec du sanitizer, ou simplement en se lavant les mains, et qu'il les porte à ses yeux, à sa bouche, à son nez, il va se contaminer. Donc, ces masques grand public, qui s'appellent les masques barrières, qui sont des masques en tissu, qui sont lavables, réutilisables un certain nombre de fois. Il faut regarder ce qu'il y a écrit en fonction des différents types de tissus. Ils servent à ça. Ils servent à faire une barrière pour empêcher que nos sécrétions potentiellement contaminantes, on a dit tout à l'heure, on ne sait pas, on peut être porteur sain de la maladie. On ne sait jamais son statut, parce qu'on peut être testé un jour, négatif, puis 2 jours après, on est positif. C'est chaque jour qu'il faudrait se tester si jamais on voulait savoir son statut. Donc, comme on ne sait pas son statut, on empêche les gouttelettes de sortir, d'aller loin, de contaminer les autres. Est-ce que dans l'autre sens, ça marche pour les masques en tissu ? Ça dépend, parce que ça dépend de la maille du tissu, de la matière du tissu. Ça va entre 0 et 70-75%. C'est pas 100% comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est déjà très bien. Et en plus de ça, si l'autre porte un masque, personne ne s'envoie les sécrétions. Donc dans ces cas-là, c'est extrêmement efficace. Ça, c'est les masques barrières, les masques en tissu de ce type-là, par exemple. Ensuite, il y a un autre type de masque qui est ce masque-là. Ça, c'est un masque en papier. C'est un masque qui est dit chirurgical parce que c'est le masque que les chirurgiens se mettent sur le nez pour ne pas contaminer le champ opératoire. C'est quand ils opèrent quelqu'un pour ne pas mettre leurs microbes dans la personne. Celui-là, il filtre aussi le virus. Mais on ne peut s'en servir qu'une seule fois. Alors, de quel côté porter ce masque? J'ai vu il y a eu des cas où des personnes portent. Gilbert va vous dire ça, il sait portent très le bien. masque à l'envers. Oui, c'est alors arrivé. Non, c'est pas très recommandé. Alors, pas recommandé porter le masque des deux côtés. L'avant est d'une couleur et l'arrière est d'une autre couleur. D'accord? Il suffit de bien le regarder et normalement, il est marqué devant. En gros, il faut toujours mettre la couleur la plus foncée devant. Voilà. Et on connaît que ça sortit, c'est un petit peu sur l'internet que les gens ils regardaient filtrer de cette façon, de l'autre façon. Mais au fait, il n'est pas vraiment vrai. Et le masque, c'est à sens unique. Le plus foncé devant et le moins foncé vers la bouche. D'accord. Et alors, ces masques-là, ils sont pas vraiment utiles en population générale. On peut les mettre parce qu'ils sont quand même assez confortables, mais il y a une façon de les mettre. Alors, Gilbert va vous montrer ce qu'il faut faire pour mettre un masque, mais ceux-là, dès qu'on les touche, dès qu'on fait une bêtise avec, il faut les retirer. Donc, ça coûte une fortune parce que c'est quand même assez cher le masque et c'est pas particulièrement conseillé. Ça ne va pas donner quelque chose de plus en milieu ordinaire que l'autre masque. Voilà, donc c'est pour ça que pour le grand public, on parle de masques en tissu, de masques barrières. Mais par contre, les masques barrières et ces masques-là, ils ne durent que 4 heures l'efficacité. Donc, je pense que Gilbert va vous faire une petite démonstration de comment mettre un masque barrière. Donc, Gilbert, maintenant, vous faites nous une petite démonstration pour montrer nous quelles sont les bonnes pratiques, comment vous faire pour mettre un masque comme il le faut. Alors, premièrement, pour mettre un masque, avant de se servir du masque, il est très, très important qu'il nous lave la main. Et la première chose, matière de base, de l'eau et du savon. Alors, se laver les mains, c'est bien se frotter, bien mousser le savon, et puis bien rincer. Ensuite, on va utiliser soit un mouchoir jetable, soit une serviette à usage unique, qu'on ne va pas réutiliser. D'accord? Alors, attrapez le masque par les élastiques. Identifiez le devant de l'arrière, bien sûr. Prendre par les élastiques dans les mains, comme ça. L'emmener au visage, poser les oreilles. On va presser s'il y a un petit métal et tirer vers le bas. Voilà. Ça, c'est porter le masque. Alors, comme vous voyez, Gilbert a ajusté son masque. Très important d'ajuster sur le nez et de l'ajuster sous le menton pour qu'il tienne bien, pour qu'on soit bien confortable. Et ensuite, on n'y touche plus. Et notamment, on ne fait pas des bêtises comme beaucoup de gens font. Par exemple, il y a des gens qui parlent. Et comment ils font, Gilbert, les gens quand ils parlent? Alors, comme grosse bêtise. Grosse bêtise, gros bêtise, tout le monde fait ça. On fait ça. On fait ça. Ou encore ça.
Et ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on touche avec des mains qui sont pas forcément propres à son masque, donc on contamine le masque, on peut contaminer le masque. Et à ce moment-là, on va se mettre à respirer du virus tout près, tout près, tout près. Ou alors, si on le met sous son menton, on peut très bien avoir eu des projections de virus à ce niveau-là. Et alors, ce qu'on va faire, ça va être encore pire. On va ramener le virus à l'intérieur de son masque, histoire de bien le laisser coller au nez et à la bouche pour se contaminer. C'est pour ça que le masque, c'est un instrument génial de prévention, mais ça peut être un instrument assez dangereux si on l'utilise pas bien. Et donc, ne retirez pas votre masque quand vous parlez, on vous entend, il n'y a pas de souci. Et le masque, il faut jamais le mettre là, sur le menton, il faut pas le mettre sur la tête, il faut pas le mettre, qui pend aussi comme ça. Et si on a envie de boire un peu d'eau, on est au Alors boulot. justement, Gilbert va vous montrer, on peut boire de l'eau quand on a un masque, mais il y a une tactique. D'accord. Alors, tactique. Pour boire de l'eau, justement, on ne va pas enlever le masque On va complètement. sanitiser les mains. On va se sanitiser les mains. Il y a une mouche. Bien, frotter, bien, tout. On va prendre l'élastique sur le côté. On va l'écarter, le tenir et on va boire de l'eau. Tout en maintenant le tout masque en maintenant, tenu. ouais, Hein. D'accord. étiré. Il ne Donc faut on pas n'étire qu'il sorte jamais de l'oreille. Voilà, il la doit partie, rester là. on Alors, on tire va que boire l'eau. l'élastique. On va reposer et on va le reprendre. Et voilà. Et voilà. Et après avoir donc porté le masque, lorsqu'on l'enlève, où est-ce qu'on va garder le masque? Alors, Ou la conserver? justement, ces masques-là, ils ont une durée d'utilisation maximale de 4 heures. Donc, si on est au travail, on va devoir utiliser 2 masques dans sa journée de travail. Si on sort faire les courses, ça va bien, c'est bon. Mais si on est au travail, on va devoir en utiliser 2. Alors, il faut une arme magique. Vas-y, Gilbert. Alors, l'arme magique, si on est au travail, ce sera un Tupperware. Ou une marque équivalente. Ou une marque Ne faisons pas de publicité. Voilà. Un conteneur en plastique, Voilà. un sac en plastique ou un sac en papier, dans lequel, après avoir enlevé le masque, bien sûr, il faut bien l'enlever, les élastiques, on tire, on retire. On touche pas au tissu touche parce pas qu'on au ne veut pas tissu. mettre ses doigts sur les Et virus potentiels. toujours avant de retirer, se sanitiser les mains, laver les mains, Je vais t'aider. avoir ouvert son conteneur et on le met dans le conteneur, voilà, on ferme et on se sanitise les mains ou on se lave les mains après. Donc ce sont Voilà. des... Et le container, on va l'emmener à la maison. On peut le désinfecter un petit peu aussi là où on a mis les mains. On va l'emmener à la maison et quand on va rentrer à la maison, on va le mettre directement dans le tambour de la machine à laver. Et il peut rester là. C'est pas forcé de le laver immédiatement. On va faire une lessive pour un masque. Ça coûterait bien cher. On peut le mettre avec d'autres éléments par exemple des draps, des choses Justement, comme ça. pour la lessive, pour laver les masques, il y a certains qui disent qu'il faut laver avec de l'eau du Javel, il faut mettre des produits vraiment pour nettoyer tout, pour tout détruire tous les bactéries. Alors, Vous pensez quoi? non, pas du tout. Il faut utiliser la lessive normale de votre machine à laver et il faut laver à 60 degrés pendant au minimum 30 minutes. Et si vous mettez de l'eau de Javel, si vous le mettez dans le four pour le soi-disant le stériliser, si vous le mettez dans le micro-ondes, vous le rendez poreux. Et en plus, avec l'eau de Javel, vous allez avoir ça sur votre visage, même si ça va sécher, vous allez avoir des allergies et des problèmes cutanés. L'eau de Javel, c'est toxique, c'est pas fait. On se met pas de l'eau de Javel sur le visage. C'est pas le produit de beauté le plus connu. Hein. Docteur Go, on a aussi vu dans les supermarchés notamment des personnes qui portent des visières. Alors justement, qui doit porter ces visières? Est-ce que ce sont les gens qui marchent dans les rues ou seulement dans des conditions spécifiques? Les gens qui marchent dans la rue, ils n'ont pas du tout besoin de visière. La visière, ça ne sert pas à protéger le nez et la bouche des gouttelettes qui peuvent passer dessous, ça sert à protéger les yeux, le visage. Donc c'est très utile pour certaines professions qui sont exposées. Par exemple, tous les marchands qui sont face à une clientèle ou les coiffeurs, par exemple, pour lesquels la visière va être obligatoire. Parce qu'il y a beaucoup de projections, beaucoup de choses qui peuvent se mêler. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui va faire ses courses, c'est absolument pas utile. Par contre, oui, dans certaines situations, c'est très utile. Par exemple, les conducteurs de bus, ça peut être utile pour eux. Tous ceux qui vendent des matières organiques, ceux-là, ils devront également d'ailleurs avoir des gants. Voyez. Exactement. Justement, venons-en aux gants. Est-ce que les gants, les gens qui vont au supermarché, est-ce qu'ils doivent porter des gants? Alors, les gants, c'est une fausse protection. Parce que vous savez, les gants que vous touchez avec vos mains
La peau, elle ne laisse pas passer le virus, hein. Que vous touchiez avec vos mains ou vous touchiez avec vos gants une surface sale, si, comme on se met les mains au visage très 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 souvent, si on ne fait pas attention, si vous vous grattez sous votre masque avec vos gants, eh ben, c'est certain que les gants ne vont pas vous protéger. Les gants, c'est une mesure d'hygiène plutôt vis-à-vis des autres. Quand on manipule des choses alimentaires, par exemple, ben là, on va demander aux gens d'avoir des gants. Mais si les gants sont sales, et surtout si la main est sale sous le gant, si elle n'a pas été lavée, c'est une fausse protection, c'est plus dangereux qu'autre chose. Donc là aussi, les gants, c'est réservé bien sûr, les gants stériles et autres, aux professionnels de santé, on touche les gens. Donc tous ceux qui touchent, par exemple les coiffeurs, ben oui, il faut qu'ils mettent une paire de gants pour chaque client. Mais si je vais faire mes courses et que je tiens mon sac de courses et que j'attrape juste les fruits et les légumes que je mets dedans, non, j'ai pas du tout besoin, moi, d'utiliser des gants. Voilà, c'est pour certains professionnels. D'accord. On va passer à une deuxième série de questions puisqu'il y a beaucoup de questions qui nous arrivent. Alors, pour les enfants qui ont fait vaccin dans l'école grade 1 et qui n'ont pas fait vaccin, est-ce qu'ils peuvent attendre la reprise des classes ou pouvez une autre disposition? Alors là, ça concerne les vaccins. Oui, bien sûr. Alors c'est extrêmement important. Les vaccins sont des traitements préventifs et bien sûr que le ministère de la Santé va reprendre la campagne de vaccination pour les petits. On va rattraper tout ce qui n'a pas été fait. Et comme les écoles sont fermées, ça ne sera pas dans les écoles, mais dans les centres de santé naturellement. D'accord. L'école ne reprendra pas, donc pas avant le 1er août. Exactement. Prochaine question. Ban Zimoun qui fait une rate de rendez-vous à l'hôpital. Ban cas pas urgent ou ban cas urgent qui ban disposition pour à l'hôpital? Alors, je vais en profiter pour parler rapidement de l'hôpital en général. L'hôpital, c'est un lieu qui est vraiment très important au niveau du soin. Donc, il faut le préserver un maximum. On va demander à tous les gens qui viennent à l'hôpital de porter un masque. Il va y avoir à l'entrée de l'hôpital ou les structures de santé en général, il va y avoir à l'entrée quelqu'un qui va vous prendre la température. Et on va vous demander de vous sanitiser les mains. Donc, on vérifie la température, on a un masque, on a les mains propres. Là, si on n'a pas de souci sur tout ça, on rentre à l'hôpital, on va y faire ce qu'on a à y faire. Mais par contre, si on a de la fièvre, ou si on refuse de se sanitiser les mains, ou si on n'a pas de masque, on ne pourra pas rentrer. Alors, si on a de la fièvre, bien sûr, on rentre à l'hôpital. Et là, on va direct, si on est dans un des 5 hôpitaux régionaux, vers une flou clinique. Et le flou clinique, donc, c'est ces petits bâtiments préfabriqués que le ministère de la Santé a installés dans la cour des 5 hôpitaux régionaux. Ça doit être considéré comme un centre de triage. On va voir pourquoi vous avez de la fièvre, il y a un médecin. Et puis, si vous avez besoin, on vous fera un test pour le Covid. D'accord. Et est-ce qu'il y a des enfants capables de voyager après le 15 mai, par exemple, quand des parents qui reprennent travail, besoin de déposer que de grands-parents? Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Pour l'instant, jusqu'au 1er juin, on ne va pas déposer les enfants chez les grands-parents. Mais par contre, ceux qui ont la chance d'avoir du personnel qui vient à la maison, le personnel pourra garder les enfants, puisque les personnes qui travaillent dans les foyers vont pouvoir revenir travailler. Donc non, pour l'instant, on ne pourra pas déposer les enfants, non. Ce que j'ai pas dit sur l'hôpital et ce que je souhaite dire, parce que j'ai pas répondu totalement à votre question, donc je me permets de compléter, c'est que on va demander aux gens de venir sur rendez-vous à l'hôpital. Donc ça, c'est inhabituel. Pourquoi sur rendez-vous? Parce qu'on va faire une reprise graduée de l'activité et qu'on veut pas que tout le monde soit ensemble et finalement se confine dans la salle d'attente. Donc si vous avez rendez-vous à 9h, il faudra arriver entre 8h30 et 9h30. Il y a une demi-heure de battement. On vous demande de respecter votre heure de rendez-vous, justement dans le but que vous soyez pas tassés les uns contre les autres, parce que comme on vous a expliqué, les masques, ça ne permet pas à 100% de filtrer le virus, donc il ne faut pas risquer d'attraper quoi que ce soit, et donc il faut respecter les distanciations physiques. Ça, c'est la première chose. Idem pour les opérations, ça va être pareil. Les gens vont être convoqués, on va leur demander de venir à l'heure et comme on leur a demandé. Et la deuxième chose, pour empêcher justement qu'il y ait trop de monde à l'hôpital, on autorise pendant une certaine période en tout cas et jusqu'à nouvel ordre, un seul accompagnant. Donc un seul accompagnant pour les gens qui vont en consultation, un seul accompagnant ou une seule visite pour les gens qui vont donc dans les salles visiter les patients. D'accord, donc j'imagine que les hôpitaux vont communiquer directement avec les patients pour leur demander de venir, leur communiquer les horaires, etc. Alors, dans un premier temps, ça va être comme ça, c'est-à-dire sauf si on a une urgence, bien sûr, là on vient aux urgences. Si dans le service, vous êtes habitué quand vous avez une urgence à venir, vous pouvez venir, mais tous les autres, on ne les prendra pas. Il faut que les choses soient organisées. Bon, on va essayer de rattraper le retard, on va faire des horaires un peu plus importants, mais il faut bien suivre les consignes parce qu'on ne veut en aucun cas
risquer la moindre contamination. On ne veut pas que ça revienne quand même. Tout le monde a fait beaucoup d'efforts, alors D'accord. conservons ce bon résultat. Exactement, il faut absolument donc préserver ce résultat et qu'on n'ait plus aucun cas de coronavirus à Maurice. Et avec la reprise graduelle, les Mauriciens donc seront plus nombreux dans les lieux publics comme au bureau. Il y aura donc plus de monde et on a appris pas mal de choses pendant ce confinement avec notamment le gaspillage. Les gens font beaucoup moins de gaspillage. Vous, personnellement, je vais vous demander la question, Gilbert, donc, est-ce qu'il arrive une sans NTP avec confinement? Alors, la question, bon, pas vraiment qu'à répondre parce que mon travail la plupart du Voilà, temps. on travaille la plupart du temps. Mais franchement, la vie changeait, oui. Parce que rester à la maison, ne pouvoir rien faire, me penser, du moins, j'ai réalisé maintenant que beaucoup de choses ont changé avec un confinement. Docteur Go, je vais vous poser la question à vous aussi. Donc, est-ce qu'il y aura un avant et un après Covid-19? Je crois que quand il y a un événement de cette importance, mondial aussi important, qui a tant de répercussions sur la vie quotidienne, sur la vie sociale, sur la vie économique, on ne peut pas l'oublier et ce sera marqué dans toutes les mémoires. Après, est-ce que la société de consommation telle qu'on la connaît, est-ce que la façon de considérer l'autre, de faire attention à l'autre, est-ce que le respect de la vie, est-ce que ça va forcément changer? Est-ce que ça va changer longtemps? Est-ce que les gens vont avoir la mémoire courte ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ça montre bien que obéir à un certain nombre de règles, se conforter à des recommandations et prendre soin des autres finalement en faisant cela, c'est quelque chose qui est noble. Et la plupart des Mauriciens et des Mauriciennes ont fait cet acte noble, cet acte généreux. Et c'est vrai, ils ont sauvé des vies. Le ministère de la Santé, le bureau du Premier ministre, le Premier ministre lui-même, je vous rappelle que tous les jours, nous avons une réunion d'environ 2 heures avec plusieurs ministres et toujours avec le Premier ministre pour au jour le jour gérer la situation, prendre les décisions, etc. Donc ça a été vraiment très très bien suivi par le gouvernement. Et je crois que bon, la réponse, la récompense, elle est un peu là. Elle est là pour tous ceux, donc du Premier ministre à la personne la plus humble de cette île. Tout le monde a contribué à sa place. Tout le monde a répondu présent. Maintenant, est-ce que ça va laisser un souvenir indélébile dans la tête des gens? Oui. Est-ce que ça va changer définitivement leur comportement? Je dirais j'espère. Mais on apprend des choses par les choses difficiles. On grandit toujours. D'accord. Concernant les enfants qui sont à la maison, qui vont reprendre l'école seulement après le 1er août, on sait qu'ils suivent les cours sur Internet et à la télévision. Quels conseils pouvez-vous donner aux parents des enfants et aux enfants eux-mêmes pour bien se protéger? Alors, aux parents, déjà, je dirais qu'il faut qu'ils rassurent leurs petits, et leurs un peu plus grands, leurs adolescents, mais surtout leurs petits. Bon, voilà, c'est pas un drame non plus qui est arrivé. Bon, c'est quelque chose de difficile. Oui, il faut expliquer la vérité. Il y a un virus dehors, il y a une maladie. Voilà pourquoi on est resté à la maison. Voilà pourquoi on se protège. Mais il n'y a rien de très très grave. Il ne faut pas les inquiéter, hein, entraîner de l'angoisse chez les enfants. Il faut que la vie soit la plus normale possible. Et puis finalement, rester avec papa et maman pendant un certain temps, c'est aussi quelque chose de très sympathique, hein, pour un enfant. Après, quand papa et maman vont aller à l'extérieur, ben c'est à papa et maman de faire attention, de respecter les fameuses mesures barrières, de mettre le masque correctement, de ne pas faire de bêtises en le mettant comme il ne faut pas, de ne pas l'enlever pour parler. C'est à papa et maman de faire en sorte de penser à bien se laver les mains, à ne pas... je dis ça parce que c'est très souvent là où on se contamine. Au moment où on mange, on se relaxe et on est avec son équipe. C'est même comme ça aussi que beaucoup de soignants se contaminent. 70% des patients, des soignants qui se sont contaminés se contaminent dans la salle de repos. Là où on n'est plus avec les patients, on a l'impression que nos collègues, ils sont pas à risque. Et alors on est à côté et on enlève le masque et paf, on se fait contaminer. Donc d'ailleurs, il y a 8 infirmiers qui se sont fait contaminer à INT, un groupe qui mangeait toujours ensemble, et le réanimateur qui, lui, mangeait dans sa chambre, n'a pas été contaminé alors qu'il était vraiment au front et qu'il a intubé, c'est-à-dire mis des sondes à l'intérieur des gorges des patients, je crois 7 ou 8 fois pendant la semaine où il était là. Donc franchement, c'est bien la preuve que si on prend les mesures, il n'y a pas de risque. Donc si papa et maman, pour revenir à mon histoire, font très attention et ne font pas de bêtises, il n'y a aucun risque qu'ils infectent leurs enfants. Ce qu'on leur demande, c'est quand ils rentrent à la maison, eh ben, il n'y a pas 50 000 précautions à prendre, on enlève son masque
comme Gilbert l'a montré. On le met, si c'est un masque donc réutilisable, dans le tambour de la machine à laver et on va tout de suite très bien se laver les mains. Hein, on se lave pendant environ 20 à 40 secondes minimum, on fait bien mousser, on n'oublie pas là, les interstices, hein, ça c'est très important, on n'oublie pas les ongles, on fait comme ça et comme ça, on n'oublie pas les pouces, on se lave comme ça, on n'oublie pas là, et puis on se rince bien et si possible on s'essuie avec quelque chose qui est jetable. Et si on a fait ça, on ne va pas amener le coronavirus à la maison. Sinon, il y a aussi des personnes âgées qui sont confinées comme tout le monde chez eux, des parents qui sont à la maison, qui s'ennuient beaucoup, hein, des personnes du troisième âge surtout, et qui se demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir avoir une vie à peu près plus normale déjà, et quels conseils déjà donner aux personnes âgées qui sont les plus vulnérables, malheureusement. Alors, les personnes âgées, vous l'avez très bien dit, sont les plus vulnérables. On sait que c'est eux qui payent le prix le plus élevé. On sait que les gens de plus de 80 ans meurent à 15%, tandis que un enfant va mourir une fois sur 500 000. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et en général, ça tombe sur un enfant qui avait une maladie et un déficit immunitaire notamment. Donc oui, c'est très difficile le confinement pour les personnes âgées. Elles ont beaucoup besoin, enfin les personnes très âgées, elles ont beaucoup besoin de voir leur famille et c'est ça qui les tient finalement parce que c'est ce qu'ils ont de plus important. Donc quand on va avoir levé le confinement à partir du 1er juin, les relations, les interactions sociales vont pouvoir encore être possibles, enfin vont revenir. Mais là, il faudra prendre des précautions pour protéger ces personnes. Et ces précautions, c'est toujours les mêmes. C'est mettre un masque très correctement. Hein, ne pas faire de bêtises avec le masque. Je crois qu'on a enregistré des petits spots et j'espère bien que la télévision va les montrer très très souvent parce qu'il faut répéter, répéter, répéter. C'est ça l'éducation. Et puis il faudra se tenir à distance si possible, pas faire des gros bisous, des gros câlins même si on en a très très envie et avoir les mains très très propres. Donc avec des mains très très propres, on pourra sans doute assez rapidement faire un petit câlin comme ça sur le bras à la personne, la serrer un petit peu, mais pas trop au début. Et puis après, si le virus s'en va, bien sûr, on se jettera dans les bras les uns des autres. On se fera des gros câlins. En tout cas, depuis le premier cas de coronavirus à Wuhan, en Chine, c'était en décembre 2019, à ce jour, on peut dire que le monde a changé. On va conclure l'émission là-dessus. Quelles leçons tirer? Je veux me tourner peut-être vers Gilbert Fangamor, donc, ou tiens, infirmier, ou un infirmier toujours, ou fin bien deal avec une maladie qui me imagine, qui jamais ou pas fin imaginer, au bout d'il est une situation vraiment exceptionnelle à Maurice. Dis-nous peut-être une anecdote qui fin beaucoup pendant sa période-là. Alors, tout d'abord, je tenais à dire merci à la solidarité de tout le monde à l'hôpital, depuis le cleaner, les médecins, les infirmiers, healthcare assistant, l'administration, tout le monde, et surtout au docteur Catherine Go qui nous a bien encadrés dans beaucoup de choses. Et une anecdote peut-être, c'était peut-être le premier patient intubé pour moi. Quand le patient est uni, comme quoi que c'est un supposément Covid, comme ils allaient intuber en sachant que c'est une même procédure les plus infectantes, et mes infirmiers reculaient un petit peu par rapport à la peur. Et l'anecdote, c'est que, comme on met en avant, tout le monde a suivi avec le truc. Et là, vraiment, c'est bien de voir la solidarité entre infirmiers, médecins et tout. En tout cas, il faut beaucoup de courage. On ne vous dira jamais assez. Merci à vous, merci à tous les infirmiers, merci à tout le personnel médical, merci à vous aussi, Dr Catherine Go. Je sais que vous êtes aussi au devant, frontliner. Dr Catherine Go, donc la question à vous maintenant, quelles leçons tirer de cette épidémie qui est devenue pandémie, qui nous a affectés tous? Alors il y a deux niveaux, je répondrais. Quand j'ai vu là le récapitulatif de toute l'histoire que je connais très bien, parce que j'ai vécu quand même de très très près, ça m'a émue. Hein. Je dois dire que la première chose que j'aurais à dire, c'est toute cette émotion face à cette bataille générale qui a été menée dans le monde et particulièrement à Maurice. Franchement, je veux dire, bien sûr, sous l'impulsion du Premier ministre, c'est vrai, mais du Premier ministre à la personne qui nettoie pour que les surfaces soient propres, des médecins et des infirmiers et des aides infirmiers qui ont été en première ligne, des journalistes qui se sont mobilisés pour donner l'information, je sais pas moi, des policiers qui ont été remarquables. Enfin, il y a eu un engagement formidable, il y a eu une nation en marche et déjà, je retiens ça. La deuxième chose que je retiens, c'est que le monde moderne est bien un colosse au pied d'argile. Il est très fragile ce monde. Hein. Un tout petit virus de rien du tout et paf,
Ça touche tous les pays, ça met toutes les économies par terre, ça met tout le social par terre et ça change énormément de choses. Donc notre monde qui est si parfait, qui est un monde un peu où on veut toujours... vous voyez, il y a beaucoup de narcissisme dans ce monde. On s'aime, on s'occupe de soi, on a beaucoup d'exigences, on veut, je sais pas, acheter telle marque de vêtements ou des choses qui sont finalement extrêmement futiles. Ce monde-là, le virus l'a fait un peu revenir à la réalité. Et moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose, même si ça a été horrible et que bien sûr, il faut pas du tout le souhaiter. Ça permet de réfléchir un petit peu sur, comme tout événement grave, qu'est-ce qui est important pour nous dans notre vie? Est-ce que c'est la futilité d'un monde? Est-ce que c'est pouvoir admirer les paysages de Maurice avec vraiment une émotion parce qu'on a la chance de voir ce joli paysage? Et puis, est-ce que c'est pas voir nos enfants, nos petits-enfants, nos parents vivre, échanger avec eux? Et je pense que ça met l'humain au cœur de tout et ça rejette tout ce qui est matériel, dont il faut avoir quand même un minimum, mais au deuxième plan. Donc c'est à la fois le pied d'argile de la modernité et l'amour qu'il y a entre les êtres. Et ça, il n'y a rien de plus important pour personne, je crois. En tout cas, je pense que chacun d'entre nous a dû se remettre en question durant cette pandémie, durant ce confinement qu'on a tous vécu, tous les Mauriciens. Et ben, c'est sur cette note qu'on se dit au revoir. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau, docteur Catherine Gault. Je vous rappelle que vous êtes donc experte en immunologie. Merci également à Gilbert Fongamar, infirmier à l'hôpital Victoria à Candos. Merci à toute l'équipe de la réalisation pour cette émission et excellente soirée sur les chaînes de la MBC.